Sous une pluie battante, dans une ruelle oubliée du 18e arrondissement de Paris, un cri perça la nuit. Théo, 17 ans, s'arrêta net, son cœur cognant dans sa poitrine. Il serra la main d'Adrien, son petit ami, et murmura « Tu as entendu ça ?» La ruelle était étroite, bordée de murs tagués et d'odeurs d'humidité. Théo, avec ses cheveux bruns en bataille et son vieux blouson en cuir, avançait prudemment, guidé par ce son fragile qui semblait venir d'un tas de cartons près d'une poubelle. Adrien, 18 ans, plus grand, avec ses cheveux blonds coupés courts et son regard bleu perçant, le suivait de près, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Ils n'étaient que deux adolescents amoureux, rentrant d'une soirée au cinéma, loin d'imaginer que cette nuit allait bouleverser leur vie. Théo s'agenouilla près du carton. À l'intérieur, emmaillotée dans une couverture rose tachée, une petite fille d'environ 6 mois pleurait faiblement. Ses yeux, grands et brillants, semblaient chercher quelque chose, quelqu'un. Théo sentit une vague de panique monter en lui. Adrien, c'est un bébé. Quelqu'un l'a laissé ici. Sa voix tremblait, partagée entre l'horreur et une étrange tendresse. Adrien s'accroupit à ses côtés, posant une main rassurante sur son épaule. On ne peut pas la laisser là, Théo. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Ils n'étaient que des lycéens, vivant dans des familles modestes, luttant déjà pour faire accepter leur amour dans un monde parfois cruel. Pourtant, face à ce petit être abandonné, ils sentirent une responsabilité plus grande qu'eux-mêmes. Théo prit délicatement le bébé dans ses bras, son corps minuscule contre le sien. Elle cessa de pleurer, comme si ce simple contact lui offrait un refuge. Adrien fouilla le carton à la recherche d'un indice, mais il n'y avait rien, pas même un mot. Juste une couverture usée et une peluche en forme de lapin, à moitié déchirée. « On l'emmène chez toi ?» demanda Adrien, incertain. Théo hocha la tête, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'il ferait ensuite. À cet instant, dans l'ombre, une femme observait. Clara, la trentaine, élégante dans son manteau noir, se tenait immobile sous un parapluie. Ses yeux sombres fixaient la scène, un mélange de douleur et de calcul dans son regard. Elle savait quelque chose que Théo et Adrien ignoraient. Ce bébé n'était pas un simple enfant abandonné. C'était l'héritière d'une fortune colossale, un secret qui allait bientôt mettre leur vie en danger. Théo et Adrien marchèrent rapidement sous la pluie, le bébé blotti contre la poitrine de Théo. Leur appartement, un petit 2 pièces dans le quartier de Belleville, était modeste mais chaleureux. Théo vivait avec sa mère, Élise, une infirmière célibataire qui travaillait de nuit. Ce soir-là, elle était absente, laissant les deux garçons seuls face à cette situation inattendue. Dans le salon, sous la lumière tamisée d'une vieille lampe, Théo déposa le bébé sur le canapé, entouré de coussins pour qu'elle ne tombe pas à la faim, non? Dit-il, paniqué. Adrien, plus pragmatique, fouilla la cuisine et trouva un vieux biberon qui appartenait à un cousin de Théo. On a du lait, mais est-ce qu'on peut lui donner ça? Les deux adolescents échangèrent un regard, conscients de leur inexpérience. Adrien s'assit près de Théo, posant une main sur sa cuisse. On va s'en sortir, d'accord? On va trouver une solution. Théo esquissa un sourire, reconnaissant pour la présence d'Adrien. Leur relation, bien que solide, n'avait pas été facile. À l'école, ils avaient affronté les moqueries, les regards désapprobateurs. Mais ensemble, ils se sentaient invincibles. Ce bébé, cependant, était une épreuve d'un autre ordre. Ils décidèrent d'appeler la police, mais avant qu'ils ne puissent composer le numéro, un bruit sec retentit à la porte. Quelqu'un frappait. Théo sursauta, serrant le bébé contre lui. « Qui ça peut être à cette heure ?» murmura-t-il. Adrien se leva, prudent, et ouvrit la porte. Une femme se tenait là, trempée par la pluie. C'était Clara. « Je m'appelle Clara Dupont, » dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. « Je sais que vous avez trouvé un bébé. Je peux vous aider, mais vous devez me faire confiance. » Théo et Adrien échangèrent un regard méfiant. Clara était élégante, avec ses cheveux noirs tirés en un chignon impeccable et son regard perçant. Elle semblait savoir trop de choses pour être une simple passante. « Comment vous savez pour le bébé ?» demanda Adrien, son ton protecteur. Clara esquissa un sourire énigmatique. « Disons que j'ai un intérêt personnel dans cette affaire.
Ce bébé, elle s'appelle Émilie. Et elle est en danger. La nuit s'étirait, lourde de secrets. Clara expliqua qu'elle travaillait pour une organisation qui protégeait des enfants dans des situations sensibles. Elle affirma que le bébé, Émilie, avait été abandonné par sa mère, une femme impliquée dans un scandale financier lié à une grande famille parisienne. Mais ses explications étaient vagues, et Théo sentait qu'elle cachait quelque chose. Pourquoi une femme comme elle, visiblement riche et influente, se souciait-elle d'un bébé abandonné? Malgré leurs doutes, Théo et Adrien acceptèrent son aide. Clara leur fournit des couches, du lait adapté et des vêtements pour Émilie, comme si elle avait anticipé tout cela. « Ne parlez de ça à personne », les avertit-elle. « Pas encore. Il y a des gens qui cherchent cette petite, et ils ne reculeront devant rien. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Théo et Adrien apprirent à s'occuper d'Émilie, alternant entre biberon, change et nuit blanche. Théo, en particulier, se surprit à développer un lien profond avec la petite. Chaque fois qu'elle agrippait son doigt avec sa main minuscule, il sentait une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Mais il sentait aussi le poids du danger que Clara avait évoqué. Un soir, alors qu'ils berçaient Émilie dans leur petit appartement, un message anonyme arriva sur le téléphone de Théo. « Rendez le bébé, ou vous le regretterez. » Le message n'était signé que d'un initial, L. Théo sentit son sang se glacer. Qui était-elle? Et pourquoi Émilie était-elle si importante? Adrien, voyant la peur dans ses yeux, le prit dans ses bras. « On est ensemble dans cette histoire, Théo. Peu importe ce qui arrive, on protégera Émilie. » Mais dans l'ombre, Clara observait toujours, son propre passé revenant la hanter. Elle savait que tel n'était autre que Lucien, un homme d'affaires impitoyable, lié à la fortune dont Émilie était l'héritière. Et elle savait aussi que protéger ce bébé signifiait affronter un ennemi bien plus puissant qu'elle ne l'avait prévu. Les jours qui suivirent furent un mélange de tendresse et de tension. Théo et Adrien s'organisèrent pour prendre soin d'Émilie, transformant leur petit appartement en un refuge improvisé. Théo, avec sa douceur naturelle, passait des heures à bercer la petite, chantant des berceuses qu'il improvisait maladroitement. Adrien, plus pragmatique, s'occupait de l'intendance. Il cherchait des informations sur Internet pour comprendre comment nourrir un bébé de 6 mois, et il négociait avec sa propre mère pour emprunter des affaires de bébé sans trop en révéler. Mais le message anonyme signé « Elle » pesait lourdement sur eux. Théo ne pouvait s'empêcher de vérifier son téléphone toutes les heures, craignant un nouveau message. Adrien, quant à lui, essayait de rester fort, mais il voyait bien que Théo était rongé par l'inquiétude. « On doit en parler à quelqu'un », dit Adrien un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Émilie endormie entre eux. « On ne peut pas continuer à vivre comme ça, avec cette menace au-dessus de nos têtes. » Théo secoua la tête. « Clara nous a dit de ne rien dire. Et si elle avait raison, si on met Émilie en danger en parlant à la police ?» Il caressa doucement la tête du bébé, ses boucles blondes scintillant sous la lumière. « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on doit la protéger. Elle n'a que nous. » Adrien soupira, passant une main dans ses cheveux blonds. « Je sais, Théo. Mais on est des gamins. On n'a pas les moyens de gérer ça tout seul. » Pourtant, au fond de lui, il admirait le courage de Théo, cette détermination farouche à protéger Émilie, malgré la peur. Le lendemain, Clara réapparut. Elle frappa à leur porte sans s'annoncer, apportant un sac rempli de provisions pour le bébé et une enveloppe scellée. « Voici des papiers, » dit-elle d'un ton sec. « Des instructions pour garder Émilie en sécurité. Ne les ouvrez que si je ne reviens pas dans 3 jours. » Théo fronça les sourcils, troublé par son ton. « Pourquoi vous parlez comme si vous alliez disparaître ?» Clara esquiva la question, son regard fuyant. « Faites ce que je dis. Et surveillez vos arrières. Lucien est plus proche que vous ne le pensez. » Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, elle était partie, laissant derrière elle un parfum de mystère et de danger. Cette nuit-là, Théo fit un cauchemar. Il se voyait courir dans les rues de Paris, Émilie dans ses bras, poursuivi par une ombre menaçante. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant, pour trouver Adrien déjà réveillé, tenant Émilie qui pleurait. « Elle a fait un cauchemar, elle aussi, » dit Adrien avec un sourire fatigué. Théo s'approcha, prenant la petite dans ses bras. « On est là, Émilie. Tout va bien. »
Mais tout n'allait pas bien. Le lendemain matin, alors qu'il sortait pour acheter des provisions, Théo remarqua un homme en costume sombre qui les observait depuis l'autre côté de la rue. Il était grand, avec des cheveux gris coupés courts et un regard froid. Théo sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Adrien, tu vois ce type » murmura-t-il. Adrien suivit son regard et hocha la tête, resserrant sa prise sur la poussette d'Émilie. Ils pressèrent le pas, mais l'homme les suivit, gardant ses distances. Lorsqu'ils entrèrent dans une supérette, il disparut. Théo et Adrien échangèrent un regard inquiet. C'était peut-être juste une coïncidence, tenta Adrien, mais sa voix manquait de conviction. De retour à l'appartement, ils ouvrirent l'enveloppe de Clara, malgré ses instructions. À l'intérieur, ils trouvèrent une lettre manuscrite et une clé USB. La lettre disait « Si vous lisez ceci, je suis probablement en danger. Émilie est l'héritière de la fortune des Delacroix, une famille milliardaire. Sa mère, Sophie Delacroix, est morte dans des circonstances troubles. Lucien, son oncle, veut mettre la main sur l'héritage. Protégez Émilie à tout prix. La clé USB contient des preuves. » Théo sentit son estomac se nouer. Les Delacroix, j'ai entendu parler d'eux. Ce sont des gens puissants. Comment on a atterri dans cette histoire? Adrien, lisant par-dessus son épaule, ajouta « Et cette clé USB, qu'est-ce qu'elle contient ?» Ils branchèrent la clé sur l'ordinateur portable de Théo. Les fichiers étaient cryptés, mais un document texte s'ouvrit automatiquement. Une liste de noms, de dates et de transactions financières. Certains noms étaient familiers, des figures influentes de la politique et des affaires françaises. « C'est une bombe », murmura Adrien. « Si ça sort, ça pourrait faire tomber beaucoup de monde. » Le danger devint plus tangible le lendemain. En rentrant de l'école, Théo trouva leur appartement sens dessus dessous. Les meubles étaient renversés, les tiroirs vidés. Émilie, qu'ils avaient laissée à une voisine de confiance, était en sécurité, mais l'intrusion était un avertissement clair. Un mot était scotché sur le frigo. « Donnez-moi la clé. » OL. Théo s'effondra sur une chaise, les larmes aux yeux. « On ne peut pas continuer comme ça, Adrien. On va se faire tuer. » Adrien s'agenouilla devant lui, prenant son visage entre ses mains. « Écoute-moi, Théo. On est plus fort qu'eux. On va trouver un moyen. Ensemble. » Ils décidèrent de cacher la clé USB dans un endroit sûr, chez la tante d'Adrien, une femme discrète qui vivait en banlieue. Mais ils savaient que le temps jouait contre eux. Lucien, ou qui que ce soit derrière ce « elle », ne reculerait devant rien pour récupérer Émilie et les preuves. Ce soir-là, alors qu'ils serraient Émilie contre eux, Théo murmura « On va te protéger, petite. Peu importe ce qu'il faudra faire. » Mais au fond de lui, il se demandait s'il serait à la hauteur de cette promesse. La peur s'installa comme un locataire indésirable dans l'appartement de Théo et Adrien. Chaque bruit dans la cage d'escalier, chaque ombre dans la rue semblait porter la menace de Lucien. Pourtant, au milieu de cette tension, Émilie devint leur lumière. Ses sourires, ses babillements maladroits avaient le pouvoir de faire oublier, même pour un instant, le danger qui les entourait. Théo passait de plus en plus de temps à observer Émilie, fasciné par sa fragilité et sa résilience. Il se surprenait à imaginer une vie où il pourrait être une famille, lui, Adrien et cette petite fille qui n'avait personne d'autre. Mais ses pensées étaient vite balayées par la réalité. Ils étaient traqués, et la clé USB qu'ils cachaient était une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Adrien, de son côté, cherchait des réponses. Il passa des heures à faire des recherches sur les Delacroix, découvrant des articles sur leur empire immobilier et leurs liens avec des politiciens corrompus. Sophie Delacroix, la mère d'Émilie, avait été une figure controversée, connue pour son militantisme contre les abus de pouvoir de sa propre famille. Sa mort, officiellement un accident de voiture, semblait maintenant suspecte. « Théo, écoute ça », dit Adrien un soir, montrant son écran d'ordinateur. « Il y a des rumeurs selon lesquelles Sophie enquêtait sur des transactions illégales de son frère, Lucien. Et si c'était lui qui l'avait fait tuer ?» Théo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors Émilie est la dernière pièce du puzzle. Si elle est vraiment l'héritière, Lucien doit vouloir la contrôler ou pire. Leur conversation fut interrompue par un appel de Clara. Sa voix était tendue, presque paniquée. «
Vous devez quitter l'appartement. Tout de suite. Ils savent où vous êtes. » Avant que Théo ne puisse demander plus d'explications, la ligne coupa. Quelques minutes plus tard, des phares balayèrent les fenêtres de l'appartement. Une voiture noire s'était garée devant leur immeuble. Théo attrapa Émilie, la glissant dans un porte-bébé contre sa poitrine. Adrien prit un sac avec l'essentiel, couche, biberon et la clé USB cachée dans une poche secrète. Ils sortirent par l'escalier de secours, leurs pas résonnant dans la nuit. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd, comme si Paris elle-même retenait son souffle. Ils trouvèrent refuge dans un petit hôtel à Montmartre, payé en liquide pour ne laisser aucune trace. L'endroit était modeste, avec des murs défraîchis et une odeur de tabac froid, mais il leur offrait un répit temporaire. Théo s'assit sur le lit, Émilie endormie dans ses bras, tandis qu'Adrien vérifiait la porte pour s'assurer qu'elle était bien verrouillée. « On ne peut pas continuer à fuir comme ça, » murmura Théo, la voix brisée. « On n'a nulle part où aller. » Adrien s'agenouilla devant lui, posant une main sur sa joue. « On va trouver une solution, Théo. Je te le promets. On est ensemble, d'accord ?» Mais la promesse d'Adrien semblait fragile face à la réalité. Le lendemain matin, ils reçurent un nouveau message, dernier avertissement. « Donnez-moi la clé et le bébé, ou vous ne verrez pas la fin de la semaine. » Et elle. Théo sentit la panique monter, mais Adrien prit une décision. « On va trouver quelqu'un pour décrypter cette clé USB. Si on peut exposer Lucien, on aura une chance de s'en sortir. » Ils contactèrent une vieille connaissance d'Adrien, Léo, un étudiant en informatique qui avait la réputation de pouvoir pirater n'importe quoi. Léo, un garçon de 19 ans au look excentrique, avec des lunettes rondes et des cheveux teints en bleu, accepta de les aider, mais à une condition: je veux savoir dans quoi je mets les pieds. Cette clé, elle contient quoi? Dans un café discret près de la Seine, ils lui montrèrent le contenu de la clé USB. Léo siffla doucement en parcourant les fichiers. C'est du lourd. Des transferts d'argent vers des comptes offshore, des noms de politiciens, des contrats truqués si ça sort, ça va faire un scandale national. Il leva les yeux vers Théo et Adrien. Mais vous êtes dans une merde noire. Ces gens ne plaisantent pas. Léo promit de décrypter les fichiers restants, mais il leur conseilla de rester cachés. Je vous appelle dès que j'ai quelque chose. En attendant, ne faites confiance à personne. Pas même à cette Clara. Cette nuit-là, dans leur chambre d'hôtel, Théo et Adrien s'allongèrent côte à côte, Émilie entre eux. Théo murmura: « Tu crois qu'on fait ce qu'il faut ?» Adrien tourna la tête vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. « On protège quelqu'un qui n'a personne d'autre. Ça, c'est ce qu'il faut. » Mais au fond de lui, Théo ne pouvait s'empêcher de penser à Clara. Qui était-elle vraiment? Pourquoi semblait-elle à la fois vouloir les aider et leur cacher tant de choses? Et Lucien jusqu'où irait-il pour récupérer Émilie? Le lendemain, Léo les appela. « J'ai décrypté une partie des fichiers. Vous devez voir ça. » Ils se retrouvèrent dans un parc, loin des regards indiscrets. Léo leur tendit une tablette. Les fichiers révélaient des preuves accablantes. Lucien avait orchestré des fraudes massives, utilisant l'Empire de la Croix pour blanchir de l'argent. Mais le plus choquant était une note mentionnant Sophie. Elle sait trop. Éliminez-la. Théo sentit son cœur se serrer. Alors c'est vrai, il a tué la mère d'Émilie. Adrien posa une main sur son épaule, mais son visage était grave. On a les preuves pour le faire tomber. Mais on doit être prudent. Alors qu'ils quittaient le parc, une voiture noire surgit de nulle part, fonçant droit sur eux. Adrien poussa Théo et Émilie hors de la trajectoire juste à temps. La voiture s'éloigna dans un crissement de pneus, mais le message était clair. Lucien savait où ils étaient. La tentative d'intimidation dans le parc laissa Théo et Adrien secoués. Ils savaient désormais que Lucien ne se contenterait pas de menaces. Émilie, inconsciente du danger, babillait joyeusement dans les bras de Théo, mais chaque sourire qu'elle offrait renforçait leur détermination à la protéger. Ils décidèrent de quitter Paris pour quelques jours, espérant semer leurs poursuivants. Avec l'aide de Léo, ils trouvèrent refuge dans une petite maison de campagne en Normandie, appartenant à un cousin éloigné de Léo. La maison, entourée de champs verdoyants et de pommiers, semblait un havre de paix, loin du chaos parisien. Mais Théo ne pouvait se débarrasser du sentiment que le danger les suivrait, où qu'ils aillent.
Dans ce cadre paisible, Théo et Adrien trouvèrent un moment de répit. Ils passaient leur journée à s'occuper d'Émilie, à lui apprendre à attraper des bulles de savon ou à rire aux grimaces d'Adrien. Ces instants simples, presque domestiques, renforçaient leur lien. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant les étoiles, Théo murmura « Tu penses qu'on pourrait avoir une vie comme ça un jour? Juste nous trois ?» Adrien sourit, prenant sa main. « Pourquoi pas? On est déjà une équipe, non ?» Mais son sourire s'effaça rapidement. « On doit d'abord régler cette histoire avec Lucien. Tant qu'il est là dehors, on ne sera jamais en sécurité. » Léo, resté à Paris, continuait de travailler sur les fichiers de la clé USB. Il découvrit des enregistrements audio, des conversations entre Lucien et des complices, confirmant son implication dans la mort de Sophie. Mais il trouva aussi autre chose, un document mentionnant Clara. Elle n'était pas seulement une protectrice d'Émilie, mais une ancienne associée de Sophie qui avait trahi la famille Delacroix en volant des informations sensibles. Était-elle une alliée ou une ennemie? Léo envoya un message à Théo et Adrien. « Clara n'est pas clean. Faites gaffe. J'ai un contact, une journaliste, Camille. Elle peut publier les preuves, mais elle veut vous rencontrer. » Théo sentit son estomac se nouer. Faire confiance à une inconnue était risqué, mais il n'avait plus beaucoup d'options. Ils organisèrent une rencontre avec Camille dans un café discret à Rouen. Camille, une femme d'une quarantaine d'années, avait des cheveux courts et sel et un regard perçant. Elle écouta leur histoire, examina les fichiers et hocha la tête. « C'est du lourd. Si je publie ça, Lucien est fini. Mais il faut agir vite. Il a des contacts partout, même dans la presse. » Camille proposa de les mettre en contact avec une organisation qui protégeait les témoins. « Vous ne pouvez pas continuer à fuir avec un bébé. Vous avez besoin de protection officielle. » Théo hésita. Confier Émilie à quelqu'un d'autre lui brisait le cœur, mais il savait qu'elle avait raison. Le retour à Paris fut tendu. Camille les accompagna à un rendez-vous avec un officier de police, le commandant Martin, un homme bourru mais intègre. Il promit de les protéger et d'enquêter sur Lucien, mais il insista pour qu'Émilie soit placée sous la garde de l'État pendant l'enquête. Théo sentit les larmes lui monter aux yeux à l'idée de se séparer d'elle. « Elle nous fait confiance », murmura-t-il. « On ne peut pas l'abandonner. » Adrien, bien que tout aussi dévasté, posa une main sur son épaule. « On fait ça pour elle, Théo, pour qu'elle soit en sécurité. » Il remit Émilie à une assistante sociale, le cœur lourd, promettant de la retrouver dès que possible. Mais le lendemain, tout bascula. Camille disparut, et Léo les appela en panique. « Quelqu'un m'a suivi. Je crois que Lucien a découvert qu'on a les preuves. » Quelques heures plus tard, leur appartement à Paris fut à nouveau vandalisé, et un nouveau message apparut. « Vous avez fait une erreur. » Théo et Adrien comprirent qu'ils ne pouvaient plus faire confiance à personne. Ils décidèrent de récupérer Émilie et de prendre les choses en main. Avec l'aide de Léo, ils localisèrent l'endroit où Émilie avait été placée, un foyer temporaire à la périphérie de Paris. Ils s'y rendirent en pleine nuit, déterminés à la reprendre. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent le foyer étrangement silencieux. Les lumières étaient éteintes, et une odeur de fumée flottait dans l'air. Théo sentit son cœur s'arrêter. Adrien, quelque chose ne va pas. Ils entrèrent prudemment pour découvrir une scène de chaos, des meubles renversés, des dossiers éparpillés. Et au centre de la pièce, Clara, blessée, tenant Émilie dans ses bras. « Ils sont venus pour elle, » murmura-t-elle, le souffle court. « Lucien, il ne s'arrêtera pas. » Clara, le visage pâle et une main pressée contre une blessure à son flanc, tendit Émilie à Théo. « Prenez-la et partez, » murmura-t-elle. « Ils vont revenir. » Théo, tremblant, serra la petite contre lui, tandis qu'Adrien soutenait Clara pour l'aider à se lever. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-il, la voix dure. « Pourquoi vous faites ça ?» Clara esquissa un sourire amer. « J'étais l'amie de Sophie, sa meilleure amie et plus encore. J'ai juré de protéger Émilie. » Cette révélation frappa Théo comme un coup de poing. Clara n'était pas seulement une alliée intéressée, elle portait le poids d'un amour perdu et d'une promesse sacrée. Ils n'eurent pas le temps de poser plus de questions. Des phares illuminèrent les fenêtres du foyer. Adrien attrapa la main de Théo. « On doit partir, maintenant.
Ils s'enfuirent par une sortie de secours, Clara boitant derrière eux. Dans la nuit, ils coururent jusqu'à une station de métro, où ils se fondirent dans la foule. Ils trouvèrent refuge dans un squat à Saint-Denis, un lieu connu de Léo où des jeunes marginaux se réunissaient. L'endroit était bruyant, chaotique, mais sûr pour l'instant. Clara, après avoir été soignée par un ami médecin du squat, leur raconta tout. Elle avait aimé Sophie Delacroix, mais leur relation était restée secrète à cause de la pression familiale. Lorsque Sophie avait découvert les activités illégales de Lucien, elle avait menacé de tout révéler. Sa mort n'était pas un accident, et Clara s'était juré de protéger Émilie, la fille de Sophie, coûte que coûte. Lucien veut Émilie pour contrôler l'héritage, expliqua Clara. Mais il veut aussi la clé USB. Elle contient des preuves qui peuvent le détruire, lui et ses complices. Théo, tenant Émilie endormie, demanda « Pourquoi ne pas avoir donné les preuves à la police dès le début ?» Clara baissa les yeux. « Parce que j'ai peur. Lucien a des contacts partout, même dans la police. Et j'ai fait des erreurs. J'ai volé des informations à Sophie pour me protéger. Je ne suis pas innocente. » Adrien, frustré, s'exclama « Alors pourquoi nous avoir impliqués? On n'a rien demandé, nous. » Clara le regarda, les larmes aux yeux. « Parce que vous avez trouvé Émilie. Vous l'avez protégée sans rien savoir. Vous êtes les seules personnes en qui je peux avoir confiance. » Le squat leur offrit un répit, mais la tension restait palpable. Léo, toujours en contact, leur envoya un message. Il avait réussi à décrypter le reste des fichiers. Les preuves étaient accablantes, mais il avait découvert autre chose. Lucien avait engagé des mercenaires pour retrouver Émilie. Ils étaient proches, trop proches. Théo et Adrien décidèrent qu'il était temps d'agir. Ils contactèrent Camille, qui avait refait surface après avoir échappé à une tentative d'intimidation. Elle promit de publier les preuves, mais elle avait besoin d'eux pour témoigner. « Vous êtes les seuls à pouvoir raconter l'histoire d'Émilie, » dit-elle. « Les gens doivent savoir ce que Lucien a fait. » Ils organisèrent un plan risqué, rencontrer Camille dans un lieu public, un marché animé près de Notre-Dame, pour lui remettre la clé USB. Mais le jour J, tout dérapa. Alors qu'ils approchaient du marché, Théo repéra l'homme en costume gris qu'il avait vu des semaines plus tôt. Il était là, avec d'autres hommes, scrutant la foule. « Adrien, ils sont là, » murmura Théo, serrant Émilie contre lui. Adrien attrapa son bras, les entraînant dans une ruelle adjacente. Mais ils étaient déjà repérés. Une course-poursuite s'engagea dans les rues pavées de Paris, sous le regard indifférent des passants. Théo courait, le souffle court, Émilie pleurant dans ses bras. Adrien, à ses côtés, jetait des regards en arrière, essayant de repérer leurs poursuivants. Ils se réfugièrent dans une église, le silence sacré contrastant avec leur panique. Clara, qui les avait suivis, murmura « On ne peut pas continuer à fuir. Il faut affronter Lucien. » Théo, essoufflé, secoua la tête. « Comment? On n'a aucune chance contre lui. » Mais Clara avait un plan. Elle connaissait un ancien allié de Sophie, un avocat nommé Julien, qui avait des contacts dans la justice. Il pouvait garantir la sécurité des preuves et d'Émilie, mais il fallait le convaincre de s'impliquer. « Il est à Bordeaux, » dit Clara. « On doit y aller. » Le voyage à Bordeaux fut un pari risqué. Ils prirent un train de nuit, se fondant parmi les voyageurs. Théo berçait Émilie, tandis qu'Adrien surveillait les alentours, nerveux. Clara, toujours affaiblie par sa blessure, semblait déterminée à aller jusqu'au bout. À Bordeaux, ils rencontrèrent Julien, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard fatigué mais bienveillant. Il écouta leur histoire, examina les preuves et hocha la tête. « Je peux faire tomber Lucien. Mais il faut que vous témoigniez, tous les trois. Et Émilie, elle devra être placée sous protection judiciaire. » Théo sentit son cœur se serrer. Perdre Émilie, même pour sa sécurité, était une idée insupportable. Mais il savait que c'était la seule solution. Adrien, sentant son désespoir, murmura « On fera tout pour la revoir, Théo. Je te le promets. » Mais alors qu'il quittait le bureau de Julien, une explosion retentit à quelques rues de là. La panique s'empara de la ville. Lucien avait retrouvé leurs traces. L'explosion, bien que lointaine,
fit trembler les vitres du bureau de Julien. Théo serra Émilie contre lui, ses yeux écarquillés de terreur. Adrien attrapa son bras. « On doit bouger, maintenant. » Julien, rapide malgré son âge, les guida vers une sortie dérobée à l'arrière de l'immeuble. Clara, toujours affaiblie, suivait avec difficulté, son visage marqué par la douleur et la détermination. Ils s'engouffrèrent dans une voiture que Julien avait préparée, une vieille Peugeot qui ne payait pas de mine mais qui démarra sans un bruit. « Je vous emmène dans un endroit sûr, » dit Julien, les mains crispées sur le volant. Mais Lucien est plus proche que je ne le pensais. Cette explosion, c'était un avertissement. Théo, à l'arrière avec Émilie, essayait de calmer ses pleurs. « Pourquoi il ne nous laisse pas tranquilles ?» murmura-t-il, la voix brisée. Adrien, à ses côtés, passa un bras autour de ses épaules. « Parce qu'on a ce qu'il veut. Les preuves. » Et Émilie. Clara, à l'avant, se tourna vers eux. « Lucien ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tout récupéré. Mais on est près du but. Si Julien peut transmettre les preuves à la justice, on aura une chance. » Ils arrivèrent dans une maison isolée à la campagne, près de la Gironde. C'était une planque utilisée par Julien pour protéger des témoins dans des affaires sensibles. La maison était simple, entourée de vignes, mais équipée de caméras et d'un système d'alarme. Pour la première fois depuis des semaines, Théo et Adrien sentirent qu'ils pouvaient respirer. Julien passa la nuit à examiner les fichiers de la clé USB, contactant des collègues de confiance dans la magistrature. « Ces preuves sont solides, » dit-il. « Mais Lucien a des alliés puissants. Il faudra agir vite et en public pour qu'il ne puisse pas étouffer l'affaire. » Pendant ce temps, Théo et Adrien s'occupaient d'Émilie, qui semblait s'adapter à chaque nouveau lieu avec une résilience surprenante. Théo, en lui donnant son biberon, murmura « Tu es plus courageuse que nous, petite. » Adrien, assis à côté, sourit doucement. « Elle a de qui tenir. Elle nous a choisis, non ?» Mais leur moment de calme fut de courte durée. Au milieu de la nuit, les alarmes se déclenchèrent. Julien se précipita vers les écrans de surveillance. « Ils sont là, » dit-il, la voix tendue. Des silhouettes sombres se déplaçaient autour de la maison, armées et organisées. Lucien avait envoyé ses hommes. Julien ordonna à tout le monde de descendre dans une cave secrète, accessible par une trappe sous le tapis du salon. La cave, humide et sombre, était équipée d'un vieux téléphone fixe et de provisions. Théo serrait Émilie, essayant de la garder calme, tandis qu'Adrien aidait Clara à descendre les marches. Julien resta en haut pour affronter les intrus, un pistolet à la main. « Je vais les retenir, » dit-il. « Vous, restez cachés. » Les minutes s'étirèrent, ponctuées par des bruits de pas lourds au-dessus d'eux. Théo sentit la panique monter, mais Adrien lui prit la main. « On va s'en sortir, » murmura-t-il. « Comme toujours. » Mais les mots semblaient creux face à la menace imminente. Soudain, un bruit de verre brisé retentit, suivi de coups de feu. Théo ferma les yeux, priant pour que Julien s'en sorte. Après ce qui sembla une éternité, le silence revint. Julien ouvrit la trappe, le visage couvert de sueur. Ils sont partis pour l'instant, mais ils reviendront. Il expliqua qu'il avait repoussé les assaillants avec l'aide d'un voisin, un ancien militaire qui avait entendu les coups de feu. Mais la maison n'était plus sûre. Ils décidèrent de retourner à Paris, où Julien avait un contact au ministère de la Justice qui pouvait garantir leur protection. Le trajet de retour fut un cauchemar. Ils voyagèrent de nuit, changeant de voiture à mi-chemin pour brouiller les pistes. Théo et Adrien, épuisés, se relayaient pour s'occuper d'Émilie, qui semblait sentir la tension et pleurait plus que d'habitude. Clara, toujours affaiblie, passa le trajet à écrire une lettre, qu'elle glissa discrètement dans la poche de Théo. « Si je ne m'en sors pas, » murmura-t-elle, « donnez ça à Émilie quand elle sera plus grande. » À Paris, Julien les emmena dans un appartement sécurisé appartenant au ministère. Là, ils rencontrèrent Aurore, une magistrate connue pour son intégrité. Elle examina les preuves et hocha la tête. « C'est suffisant pour ouvrir une enquête. Mais Lucien est intouchable sans un témoignage public. Vous devrez parler, tous les trois. » Théo sentit son cœur se serrer. Témoigner signifiait s'exposer, eux et Émilie, à encore plus de danger. Mais il regarda Adrien, puis Émilie, et sut qu'il n'avait pas le choix.
On le fera, dit-il, la voix ferme. Adrien hocha la tête, ajoutant « pour elle ». Mais alors qu'ils préparaient leur témoignage, un dernier message arriva sur le téléphone de Théo. « Vous ne pouvez pas m'échapper. » Et elle. Attachée au message, une photo. Émilie, endormie dans les bras de Théo, prise à leur insu. Lucien était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'appartement sécurisé, censé être leur dernier refuge, devint une cage. La photo d'Émilie dans les bras de Théo, prise à leur insu, prouvait que Lucien avait des yeux partout. Théo passa la nuit à vérifier les fenêtres, incapable de dormir, tandis qu'Adrien berçait Émilie pour la calmer. Clara, affaiblie mais déterminée, travaillait avec Aurore pour organiser une conférence de presse. « Si on rend l'affaire publique, » expliqua Aurore, « Lucien ne pourra plus agir dans l'ombre. » Mais Théo avait du mal à y croire. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Lucien, cet homme qu'il n'avait jamais rencontré mais qui semblait omniprésent. « Et s'il nous trouve avant ?» demanda-t-il à Adrien, la voix tremblante. Adrien, toujours solide, le prit dans ses bras. « Alors on se battra. Ensemble. » Le lendemain, Aurore organisa une rencontre avec des journalistes triés sur le volet. Camille, la journaliste, était là, déterminée à publier l'histoire. Théo et Adrien, nerveux, répétèrent leurs témoignages. Comment ils avaient trouvé Émilie, les menaces de Lucien, les preuves sur la clé USB. Clara, de son côté, ajouta son propre récit, révélant son lien avec Sophie et sa culpabilité d'avoir gardé le silence trop longtemps. La conférence était prévue dans un hôtel du centre de Paris, sous haute protection policière. Mais alors qu'ils se préparaient à partir, un appel paniqué de Léo bouleversa leurs plans. « Ils m'ont trouvé », murmura-t-il, la voix hachée. « Ils savent pour la conférence. Ne venez pas, c'est un piège. » Théo sentit son sang se glacer. Aurore, après un moment de réflexion, décida de déplacer la conférence dans un lieu secret, une salle au siège d'un journal indépendant. « On ne peut pas reculer maintenant, » dit-elle. « C'est notre seule chance. » Le jour de la conférence, Paris semblait retenir son souffle. Théo, Adrien et Clara entrèrent dans la salle sous le regard des journalistes. Émilie, confiée à une assistante sociale de confiance, était en sécurité dans un autre lieu. Théo prit la parole en premier, sa voix tremblante mais claire. « Nous sommes juste deux adolescents qui ont trouvé un bébé abandonné. Mais ce bébé, Émilie, est en danger à cause d'un homme, Lucien Delacroix, qui a tué sa mère et veut sa fortune. » Adrien enchaîna, racontant les menaces, les poursuites, l'intrusion dans leur appartement. Clara, enfin, révéla son passé avec Sophie et les preuves accablantes contre Lucien. Les journalistes, captivés, prenaient des notes frénétiquement. Camille diffusait l'événement en direct sur les réseaux sociaux, rendant l'histoire impossible à étouffer. Mais au milieu de la conférence, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Des cris éclatèrent, suivis de bruits de pas précipités. Aurore se leva d'un bond. « Restez ici », ordonna-t-elle, tandis que des officiers de police se précipitaient vers l'entrée. Théo et Adrien se prirent la main, terrifiés mais déterminés. Quelques minutes plus tard, Aurore revint, le visage grave. C'était une diversion. Lucien a essayé de faire évacuer le bâtiment, mais la police l'a arrêté. Il est en garde à vue. Un soupir de soulagement collectif emplit la salle. Mais Théo savait que ce n'était pas fini. Lucien avait trop de pouvoir, trop de connexions. Pourtant, pour la première fois, il sentit une lueur d'espoir. Leur histoire était publique. Le monde savait. Les jours suivants furent un tourbillon. Lucien fut inculpé pour fraude, blanchiment d'argent et suspicion de meurtre. Les preuves de la clé USB, combinées aux témoignages de Théo, Adrien et Clara, étaient irréfutables. Mais l'enquête révéla autre chose. Lucien avait agi avec l'aide d'un réseau de complices, dont certains étaient encore en liberté. Émilie fut placée sous la protection d'une famille d'accueil temporaire, sous la supervision d'Aurore. Théo et Adrien, bien que dévastés de ne plus la voir avec eux, savaient que c'était pour son bien. Ils reçurent l'autorisation de lui rendre visite, et chaque fois qu'ils voyaient son sourire, ils ressentaient un mélange de joie et de tristesse. Clara, après avoir témoigné, disparut de leur vie. Elle laissa une lettre à Théo,
comme elle l'avait promis. Émilie aura besoin de savoir qu'elle était aimée, écrivait-elle. Dites-lui que sa mère était une femme extraordinaire et que vous deux, Théo et Adrien, êtes des héros. Théo lut la lettre à haute voix à Adrien, les larmes aux yeux. On n'est pas des héros, murmura-t-il. Adrien sourit, essuyant une larme sur sa joue. Peut-être pas. Mais on a fait ce qui était juste. Les mois qui suivirent la conférence de presse furent un mélange de chaos et de reconstruction. Lucien Delacroix, malgré ses tentatives de manipuler le système judiciaire, fut condamné à une longue peine de prison. Les preuves accablantes, relayées par les médias et soutenues par le témoignage courageux de Théo, Adrien et Clara, avaient brisé son empire. Mais pour Théo et Adrien, la victoire avait un goût amer. Émilie, leur lumière au milieu de la tempête, leur manquait terriblement. Ils rendirent visite à Émilie aussi souvent que possible. La famille d'accueil, un couple chaleureux de la banlieue parisienne, les accueillait avec bienveillance. Chaque visite était un moment précieux. Théo apprenait à Émilie à faire ses premiers pas, tandis qu'Adrien lui racontait des histoires qu'il inventait sur le moment, provoquant ses éclats de rire. Ces instants, bien que brefs, renforçaient leur lien avec elle, mais ils savaient qu'Émilie ne leur appartiendrait jamais vraiment. Un jour, lors d'une de ces visites, l'assistante sociale leur annonça une nouvelle inattendue. La fortune des Delacroix, désormais sous contrôle judiciaire, serait placée dans un fonds pour Émilie, accessible à sa majorité. Mais plus important encore, les autorités avaient retrouvé un testament de Sophie Delacroix, stipulant qu'elle souhaitait que Clara, son amie la plus proche, veille sur Émilie en cas de malheur. Théo et Adrien retrouvèrent Clara dans un café près de la Seine, quelques semaines plus tard. Elle semblait changée, plus légère, comme si un poids avait été ôté de ses épaules. « J'ai décidé de rester à Paris, » dit-elle. « Je vais demander la garde d'Émilie. Mais je veux que vous fassiez partie de sa vie. Vous l'avez sauvée, tous les deux. » Théo sentit les larmes monter, mais il sourit. « On sera toujours là pour elle. » Adrien, à ses côtés, ajouta « Et pour vous, Clara. Vous n'êtes plus seule dans cette histoire. » Clara hocha la tête, émue, et pour la première fois, ils sentirent qu'ils formaient une famille, imparfaite mais unie par l'amour qu'ils portaient à Émilie. Des années plus tard, Théo et Adrien, désormais étudiants à l'université, vivaient ensemble dans un petit appartement à Montmartre. Leur relation, forgée dans l'adversité, était plus forte que jamais. Ils avaient traversé des épreuves que peu de couples de leur âge pouvaient imaginer, et cela les avait rendus inséparables. Émilie, désormais une petite fille pleine de vie, passait souvent les week-ends avec eux. Clara, qui avait obtenu sa garde, s'était installée non loin, et ensemble, ils formaient un cercle de soutien autour de la petite. Émilie grandissait en sachant qu'elle était aimée, non seulement par Clara, mais aussi par Théo et Adrien, qu'elle appelait affectueusement ses héros. Un soir d'été, alors qu'ils pique-niquaient au bord de la Seine, Émilie courait dans l'herbe, riant aux éclats. Théo, regardant Adrien, murmura « Tu te souviens de cette nuit, sous la pluie, quand tout a commencé ?» Adrien sourit, passant un bras autour de ses épaules. « Comment oublier? On n'a trouvé plus qu'un bébé, ce soir-là. On a trouvé un sens à tout ça. » Le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. Théo, Adrien, Clara et Émilie étaient ensemble, liés par une histoire de courage, d'amour et de résilience. Ils avaient affronté l'impossible et en étaient sortis plus forts, prouvant que même dans les moments les plus sombres, l'humanité pouvait triompher. Et quelque part, dans le sourire d'Émilie, ils savaient que Sophie veillait sur eux, reconnaissante pour l'amour qu'ils avaient offert à sa fille.